Nous passons à la troisième séquence sur l'éthique avec professeur Delfraissy, David Gruson et Madame Desclères-Dulac. Mais en tout cas, merci à nos deux intervenants avec lesquels nous avons bien compris l'enjeu pour nos CHU de nous saisir et d'organiser ces hubs locaux. Peut-être l'enjeu du financement, au-delà de ce qui est prévu au niveau national. Comme on a eu des CIC qui ont porté la recherche clinique, est-ce qu'il ne faut pas des CIC data et un accompagnement également pour nous doter des compétences que nous avons parfois un peu, mais sans doute pas suffisamment. En tout cas, on retrouve nos CHU en réseau et l'échelle régionale ou interrégionale est sans doute la bonne. Merci, Monsieur Klatz. Professeur Delfraissy, on ne vous laisse pas arriver. Bonjour, bonjour. Les enjeux éthiques, le Comité national d'éthique a donné un avis majeur. Rapportez-nous-le. Bonjour à tous. Donc, Jean-François Delfraissy, je suis médecin et je dirige le Comité consultatif national d'éthique. Je voulais peut-être, puisque je reprendrai la parole tout à l'heure lors de la deuxième table ronde sur la génétique, vous resituer dans quel contexte on est sur cette révision de la loi de bioéthique et vous indiquer, mais laissez plus la parole à David Gruson, sur les aspects autour de IA et santé. Alors, la France a un modèle un peu particulier autour de... J'ai finalement pas besoin de diapositives pour cette fois-ci, je les passerai après. La France a un modèle un peu particulier de révision de la loi de bioéthique qui est un modèle qui survient tous les 7 à 8 ans, hein, contrairement à d'autres pays en Europe ou ailleurs, où il y a souvent plutôt quand il y a des lois, ce qui n'est pas le cas partout, on s'occupe par exemple d'une loi sur la génomique, une loi sur les neurosciences. Là, on a une vision en France qui est ancienne, hein, qui est d'avoir une loi dédiée à la bioéthique tous les 7 ans. Initialement, elle a été conçue autour de la procréation, mais aussi de la génomique, et puis elle s'est étendue à d'autres sujets. La dernière loi qui remonte à 2011, chaque loi prend en général 1 an et demi à 2 ans entre le début de la réflexion et finalement le vote de la loi. Cette loi de 2011 a confié au Comité consultatif national d'éthique le soin pour la prochaine loi, c'est-à-dire celle de 2018-2019, d'animer un débat qui sont les États généraux de la bioéthique et qui ont donc eu lieu entre janvier 2018 et septembre 2018. Donc le CCNE, que je dirige maintenant depuis 2 ans, s'est emparé de ce sujet et a construit finalement un modèle de débat citoyen ou de débat autour de santé. Vous voyez l'actualité que ça peut représenter dans le contexte actuel. Comment on aborde des questions aussi difficiles que des sujets de bioéthique, difficile parce que très clivant sur des aspects comme la procréation, hein, où il y a des avis évidemment qui sont différents, ou bien des sujets difficiles parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont technologiquement complexes. C'est l'arrivée en effet du numérique et santé, c'est des aspects de génomique, c'est des aspects autour de la recherche sur l'embryon par exemple. Alors, la bioéthique c'est quoi? C'est un équilibre difficile à trouver entre les avancées scientifiques, avec des avancées majeures que vous vivez tous dans vos hôpitaux, dans les différentes structures dans lesquelles vous êtes, qui sont globalement quand même des avancées très positives, qui sont des progrès, mais on doit bien distinguer ce qui est une avancée scientifique d'un progrès médical. Hein. Il y a eu des progrès médicaux indiscutables. Quand j'entends parfois que les avancées de la science ne conduisent pas à des progrès médicaux, mes cheveux s'hérissent un peu plus qu'ils ne sont actuellement. Mais globalement, et néanmoins, il faut faire attention parce que toute la science n'est pas bonne à prendre à un temps donné. Hein, et il y a des aspects scientifiques qui sont de grandes avancées qui n'aboutissent pas à un temps donné sur un progrès humain. De l'autre côté de la balance, si je peux m'exprimer ainsi, il y a la vision sociétale, avec une société française qui évolue. Elle est d'abord dans un environnement international, et puis elle évolue. La France de maintenant n'est pas tout à fait la France d'il y a 50 ans. Elle évolue par poussée, par crise, on le voit bien actuellement. Elle évolue dans sa vision de la société, dans sa vision de la famille, dans sa vision du rapport avec les nouvelles technologies. Et ces avancées de la société, enfin ces modifications sociétales, ne vont pas évidemment au même rythme que les avancées
de la technologie. Et la bioéthique, elle se situe entre les deux, essayer de trouver cet équilibre difficile pour conduire finalement à quelque chose qui va vers l'humain et vers le positif. Alors, à partir de cela, le CCNE, qui est composé de 40 membres, qui sont issus de différents horizons, il n'y a qu'un tiers de membres à la fois médecins et chercheurs scientifiques. Les autres membres sont des juristes, des membres du Conseil d'État, des gens issus de la Cour de cassation, des philosophes, des directeurs de l'école normale, enfin une série donc d'aspects très multidisciplinaires qui réfléchissent sur des sujets à la fois issus de l'innovation ou de ces modifications sociétales. Donc le CCNE a conduit ces états généraux en utilisant 4 outils qui sont intéressants, un peu dans le débat actuel sur comment va se produire ce débat sociétal suite aux événements récents et comment ça va se conduire le débat sociétal dans le premier trimestre 2019. Eh bien, nous avons, je ne dis pas que c'est la solution, loin de là, elle a ses limites, mais en tout cas, on a essayé de conduire ce débat sociétal. Avec 4 outils, d'une part, des débats en région, et on s'est appuyé sur des structures que vous connaissez au sein de vos établissements, qui sont les espaces éthiques régionaux, qui ont été formés et fondés en 2011, financés par la DHES, et qui nous ont servi de support pour essaimer, entre guillemets, sur les différentes régions de France, et y compris aussi dans les départements français d'outre-mer. Plus de 280 débats, 23 000 personnes, un tiers d'étudiants, donc une dimension qui n'avait jamais été pas du tout atteinte lors de la révision de la loi bioéthique précédente. Des auditions, c'est le deuxième outil, effectué par le CCNE, auprès à la fois des sociétés savantes, de la science, de comment la science avance, mais aussi des grands courants de pensée religieux, et aussi des grandes institutions, la HES, des directions hospitalières, le défenseur des droits, enfin l'ensemble des grandes structures, et puis bien sûr toute une série d'associations de patients ou d'usagers de santé qui ont été écoutés, avec un modèle très particulier d'audition, avec tout ceci étant mis sur un site web, et c'est le troisième outil, qui permettait à la fois de poser des questions, de situer où étaient les problèmes et d'entendre les arguments d'un chacun. Et puis enfin un quatrième outil, qui était la constitution d'un comité citoyen sélectionné par une boîte de sondage qui sélectionne, quelque chose qui n'est pas représentatif de la société française, mais qui donne une bonne idée, 22 membres, 11 hommes, 11 femmes, qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent un samedi matin de janvier à Paris, qu'on forme sur des aspects de la bioéthique, sur les grands enjeux qu'il peut y avoir, et qui, à partir de là, ont un regard critique sur l'ensemble du processus en disant « Vous, les experts, vous êtes complètement à côté de vos pompes, on ne vous comprend pas, votre langage n'est absolument pas compréhensible », et puis qui se sont emparés de 2 sujets qui étaient, j'y reviendrai tout à l'heure, la génomique en population générale, les examens génétiques en population générale, et puis un deuxième sujet qui était sur la fin de vie. Alors, l'ensemble de tout ça a conduit à un rapport de synthèse du CCNE sur les grands sujets que nous avions sélectionnés. Les grands sujets de la révision de la loi de bioéthique, j'y reviendrai après, concernaient bien sûr les sujets autour de la procréation, bien sûr, et on l'a mis dans l'agenda, le sujet de la fin de vie, qui n'est pas à proprement parler un problème de bioéthique, qui est un problème d'éthique majeur au niveau médical, bien sûr, mais qui n'est pas issu des progrès de la science. Et puis, dans le nouvel agenda des nouvelles questions qu'on s'est posées sur cette révision de la loi de 2018, on a mis 2 nouveaux sujets, qui étaient l'intelligence artificielle et santé, ou le numérique et santé, enfin, quelle que soit la dénomination, on parle bien de la même chose de façon très large, et un deuxième sujet qui était santé et environnement, parce que là aussi, c'est un sujet qui est totalement essentiel pour nous tous, à des degrés divers. Alors, ce rapport de synthèse, le CCNE avait pris un rôle un peu neutre pour organiser tout ça. Il n'avait pas à donner son avis, il avait à écouter, à lire et à rassembler. Donc, ça a été un très, très gros travail de synthèse, avec les limites de ce qu'est un débat citoyen. Je n'ai pas le temps d'y venir maintenant, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a des aspects très positifs et il y a des aspects qui le sont moins. Aucun des outils que nous avons utilisés, des 4 grands outils,
n'est l'outil extraordinaire. Hein. Chaque outil a ses limites. Hein. Et c'est la conjonction, je compare ça souvent à un enfant qui est devant un mécano, qui au début est totalement paumé, et puis ensuite le mécano commence à prendre figure, et puis le mécano se crée, c'est ce qui s'est un peu passé. Et donc, à partir de là, nous avons eu ce rapport de synthèse qui est clair, entre guillemets, pour la construction de la loi. Puis le CCNE a repris sa liberté. On souhaitait, c'était une vraie vision du CCNE, ne pas ne pas conduire ces états généraux comme des états généraux de l'expertise. Je suis moi-même un expert. Hein. J'ai été pendant très longtemps un spécialiste des maladies infectieuses. J'ai dirigé une unité INSERM. Donc je suis typiquement le profil de l'expert. Et je souhaitais qu'on sorte de là. Je souhaitais qu'il y ait une discussion citoyenne sur ces sujets difficiles. Et on sent bien que dans le domaine de la santé, c'est un élément essentiel. On pourra tous avancer si on construit avec finalement les usagers de santé et en entendant ce qu'ils pensent, y compris sur des sujets complexes. Donc ça, c'était un des premiers points. Mais néanmoins, on revenait bien quand même à l'expertise et il fallait bien qu'on exprime notre avis ou en tout cas qu'on exprime quelques grandes directions pour le législateur sur un certain nombre de sujets. Parmi ces sujets, il y avait donc intelligence artificielle et numérique et santé. Alors, comme le CCNE, bien qu'ayant été ce temps modifié dans sa configuration, on a maintenant 3 experts du numérique et santé et on considère que c'est un sujet totalement fondamental. Moi, je pense que c'est une activité transversale qui va beaucoup bouleverser les choses, même si on n'est pas dans l'innovation, c'est pas de la science, mais on est dans l'innovation technologique. Eh bien, nous avons souhaité créer un groupe de travail ad hoc avec à la fois des membres du CCNE, mais des membres extérieurs, des membres des grandes directions hospitalières, des représentants également d'un certain nombre de scientifiques issus du monde du numérique à santé. Et ce groupe de travail a été piloté par David Gruson et un membre du CCNE, Claude Kirchner. Et c'est à partir de ce groupe de travail que le CCNE, dans son avis 129 de septembre 2018, a consacré un chapitre sur IA et santé, numérique et santé, et qui a été poursuivi par la sortie du rapport qui est sorti début novembre. Donc, j'irai pas plus loin puisque David va vous le présenter, mais c'est pour vous indiquer l'importance, en tout cas, qu'on attache à ce sujet. Et je terminerai juste sur un point, parce que tous les autres points vont évidemment être discutés par d'autres. Mais je voudrais, sur les aspects numériques et santé, il y a énormément de choses à dire. Mais je voudrais peut-être attirer votre attention sur un point dont on ne parle pas suffisamment à mes yeux. C'est le bouleversement de ce que ça va représenter, possiblement, dans les questions de recherche, et en particulier de recherche clinique ou de recherche interventionnelle qui ont lieu dans vos structures de santé. On vient de construire, ma génération a construit pendant 20 ans, à essayer de construire une série et de mettre la France à un haut niveau dans le domaine de la recherche clinique et de la recherche interventionnelle. Avec au cœur de tout ça la place du patient et la notion de consentement éclairé du patient, et avec les modifications qui viennent d'être rappelées au niveau européen. Eh bien, et donc ça passe par 2 outils de recherche clinique qui sont les essais thérapeutiques, d'une part, et deuxièmement, les cohortes, que ce soit interventionnelles ou non interventionnelles. Eh bien, ce modèle qui est un modèle solide, qui a montré tout son intérêt, risque d'être bouleversé très rapidement. Hein, puisque avec la notion de big data, on va avoir finalement la capacité à traiter une série d'informations qui ne rentreront pas forcément dans un outil de recherche dûment individualisé. Ce qui pose, et c'est une question qui va revenir en permanence, ce qui pose le problème majeur de que veut dire un consentement éclairé et que voudra dire un consentement éclairé dans ce monde du big data à partir de 2019. Et c'est un des enjeux majeurs qu'on va avoir à traiter tous ensemble. Je vous remercie. Merci, M. Delfassi. C'est une belle introduction pour donner la parole aux représentants de nos patients, Mme Desclères-Dulac, qui représente France Assos. Inquiétude, confiance, Madame ? Alors, rebonjour à tous et à tous. Il faut que j'appuie sur quelque chose. Le petit verre. Voilà.
D'abord, merci aux organisateurs de ces assises de m'avoir invité en consacrant une place, je dirais, aux patients dans cette table ronde sur les données de santé et l'intelligence artificielle. Mais depuis ce matin, il y a véritablement un certain nombre de tables rondes où j'aurais bien aimé porter aussi la voix des usagers, parce que j'ai vu qu'ils n'avaient pas été oubliés, peut-être pas tout à fait de la manière que je l'aurais souhaité, mais ils étaient néanmoins présents. Alors, je voudrais simplement rappeler ce qu'est France Asso Santé, parce que c'est un nom de marque qui a été choisi par l'Union nationale des associations agréées du système de santé, et pour représenter les patients et faire valoir les droits de ces patients. Et cette mission a été reconnue par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui, dans son article 1, a souhaité la création de cette union. Union nationale, ça faisait pas très punching, donc nous avons trouvé un nom de marque qui est France Asso Santé, la voix des usagers. Mais certains d'entre vous connaissaient peut-être l'antériorité de cette union, qui était le collectif interassociatif sur la santé, et qu'il faut rappeler qu'il œuvrait déjà depuis 1996 pour la défense des droits des patients. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, et tout ce qui vient d'être dit, et notamment par le professeur Delfraissy, c'est qu'elle montre bien à quel point, tant pour les usagers du système de santé que pour vous les professionnels, que pour vous les établissements de santé, toutes les modifications que les données numériques en santé et l'intelligence artificielle va amener. Et le foisonnement de rapports a fait que déjà, depuis un certain temps, le collectif interassociatif antérieurement et aujourd'hui France Asso Santé avons constitué des groupes de travail pour réfléchir sur ces données. Ah, je n'appuie pas sur le bon. Ah, voilà, si, je recule. Alors, en ce qui concerne les données de santé, bien entendu, je voudrais poser un préalable néanmoins, c'est que actuellement, je peux vous dire que l'ensemble des associations de santé qui composent France Asso Santé, c'est-à-dire à peu près 80, ce sont des associations de patients, ce sont des associations de personnes âgées, les deux consommateurs, etc. 8 collèges sont représentés au sein de France Asso Santé. C'est qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est préoccupant, mais aussi c'est quelque chose qui les passionne. Et ça nous paraît quand même fondamental de pouvoir le porter à votre connaissance. Dans ce qui concerne, mais on dit OK, mais à certains préalables à respecter. Donc, en ce qui concerne les données de santé, les limites et les risques de la M-Santé, parce qu'on a parlé beaucoup des objets connectés, et on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'usagers du système de santé, et j'ai bien entendu ce matin que le mot de patient a été à plusieurs reprises repris par le mot d'usager du système de santé. Parce que les données numériques et l'intelligence artificielle ne va pas concerner que les patients, mais l'ensemble des usagers du système de santé. Donc, à partir de là, si vous voulez, ce que nous souhaitons véritablement, c'est qu'il faut faire attention au mésusage des données par des acteurs privés. Actuellement, on a tous des objets connectés, on ne sait absolument pas où partent nos données, qui les utilise et comment seront-elles utilisées. Alors on nous fait dire que le patient ou l'usager a donné son consentement, où l'a-t-il donné ? Où est-ce que c'est enregistré et quelle est l'utilisation qui va en être faite, et notamment en ce qui concerne des données de vie privée à partir desquelles certains peuvent s'en emparer
pour des exploitations qui ne sont pas celles pour lesquelles. Depuis ce matin, on est en train de parler de sécurisation des données de santé, mais les sécurisations des données de la vie privée, c'est quelque chose de fondamental pour tout être humain. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce suivi comportemental dans le secteur assurantiel pose des problèmes. Je sais que vous avez dû avoir connaissance de certaines assurances qui proposent, avec des chèques cadeaux, de donner des objets connectés pour que le patient, l'usager, puisse regarder combien de pas il va faire dans sa journée. Et en fonction de cela, que va-t-il proposer à la personne qui va prendre une assurance auprès de cet assureur, et comment, s'il n'a pas respecté en comportement de vie, cela va-t-il être impacté, si vous voulez, dans les propositions qui lui seront faites. Et là, pour nous aussi, c'est un véritable problème, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin de l'accès aux soins pour tous dans de bonnes conditions, et ça veut dire qu'au travers d'exemples de ce type, on est en train de créer des inégalités de santé sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir que 25% de personnes rencontrent des difficultés pour se soigner dans de bonnes conditions. Donc je crois qu'il faut que nous soyons absolument attentifs dans ce domaine. Et le troisième point sur lequel je voudrais vous dire aussi sur les dérives du numérique, c'est que tout à fait ces données, si vous voulez, tant elles peuvent être exploitées par les assureurs, elles peuvent aussi créer auprès de patients de l'anxiété et pousser à une médicalisation qui ne devrait pas avoir lieu. Et moi, je peux vous dire que je connais des personnes qui ont des objets connectés, et lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas respecté telle ou telle donnée, eh bien, ils pensent qu'ils ne sont pas dans un comportement de santé. Et ce matin, on parlait de la prévention. Imaginez que de tels objets soient utilisés dans le domaine de la prévention. Vous voyez vers quelle orientation nous pourrions aller. C'est autant de questions qu'actuellement, qu'en tant qu'usagers du système de santé, nous sommes en train de nous poser. Donc, auprès de toutes ces réflexions, quand nous posons des problèmes, il y en a d'autres, mais le temps est limité, donc je vais essayer de tenir dans le délai qui m'est imparti. Nous avons fait quelques recommandations pour qu'il y ait une utilisation respectueuse du numérique pour les patients. Et là, ça a été redit déjà ce matin, recueillir le consentement éclairé des utilisateurs. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Et il ne faut pas oublier la loi du 4 mars 2002, qu'on appelle la loi Kouchner, et qui était pour le respect du droit des patients, et notamment toujours le consentement éclairé des utilisateurs. Ne pas traiter inutilement des données personnelles pour éviter un traitement qu'on ne doit pas utiliser. Toute donnée qui doit être utilisée, mais je pense que tout à l'heure, le professeur Delfraissy et David Gruson vous en reparleront. Je suis moi-même vice-présidente de l'Institut national des données de santé. Et lorsque quelqu'un veut accéder à ces données de santé, le SNIRAM, le PMSI dont on vous a parlé, eh bien, l'objet de la recherche doit être identifié et il doit toujours y avoir un accord, je passe parce que c'est beaucoup plus important, mais de la Commission nationale informatique et liberté. Et lorsque vous parliez de la sécurisation des données, vous voyez qu'il y a déjà des systèmes qui sont mis en place pour que n'importe qui ne puisse pas accéder aux données de santé, notamment détenues, parce que la plus grande base de données est détenue par l'assurance maladie au travers de vos remboursements, que ce soit en soins ambulatoires ou en hospitalier. Anonymiser les données utiles à la recherche. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été perçu au niveau de l'Institut national des données de santé, et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et puis également, qu'il soit réellement au service des patients.
parce que et pour la qualité des soins, il ne faut pas faire des requêtes uniquement pour un objectif qui ne serait pas du domaine de la santé lorsque on travaille sur des bases de données de la santé. Et puis, un autre point aussi qui est important et qui, je pense, avec notamment l'ouverture des données de santé, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile d'agréger des données de santé qui sont issues des données de l'ambulatoire et de l'hôpital. Et cette interopérabilité qu'il faut absolument mettre en place pour éviter des examens redondants, etc. Là, 2 mots sur le dossier médical partagé. Parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même le premier levier du numérique en santé pour la majorité des usagers du système de santé. Et puis, d'autre part, il faut absolument, alors ça, moi je ne vous le redirai jamais assez, mais qu'il faut à tout point de vue que cette donnée numérique, si elle est utilisée dans une relation entre un patient et un soignant, elle ne doit en aucun cas remplacer cette relation du soignant et du patient. Tout à l'heure, des expérimentations nous ont été présentées. J'ai quelques interrogations parce que, bien entendu, je crois qu'il ne faut pas craindre l'évolution technologique. Ça peut être un appui, c'est un levier pour le professionnel de santé et pour une meilleure qualité des soins et de prise en compte du patient, mais il faut absolument que ce ne soit pas au détriment de la relation, mais bien au contraire, pour faciliter la relation entre le patient et le soignant. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous serons toujours vigilants. Et puis, je voudrais vous parler d'une catégorie de patients dont on ne parle peu, mais les patients non connectés. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout habitués à utiliser le numérique, et quand on voit aujourd'hui toutes les déclarations de tous ordres qu'il faut faire essentiellement par du numérique, et vous avez des gens là qu'on éloigne du système de santé également dans ce domaine. Et ça, c'est quelque chose et ça, c'est un rôle que nous, associations de patients, nous avons à jouer pour véritablement les accompagner. Alors là aussi, un certain nombre de recommandations et de dire que, je ne vais pas refaire des redites, mais qu'il faut que cette ouverture des données de santé fait quand même courir un risque accru, et notamment lorsque je vous parlais des assurances, et là nous souhaitons et nous œuvrons pour que le législateur encadre les contrats d'assurance complémentaires. Ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel il faut travailler. Il faut également inscrire dans la loi l'interdiction de conditionner le remboursement d'un médicament ou d'un produit de santé à sa bonne adhésion. Vous avez tous entendu parler à un moment de la BPCO et où il y avait eu quelques velléités pour que si le patient ne l'utilisait pas suivant la prescription médicale, eh bien le non-remboursement pouvait intervenir. Donc, je crois que ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut travailler avec un patient, mais il faut regarder comment il adhère et il observe à son traitement. Et vous voyez là encore le rôle fondamental que joue le soignant par rapport à son patient. Et puis, il y a quelques autres, mais que vous pouvez lire rapidement et que vous retrouverez vraisemblablement dans des documents qui vous seront transmis, que de ne travailler les données lorsqu'elles sont véritablement utiles ou dans le domaine de la recherche ou pour qu'on puisse faire en sorte que l'objectif pour lequel on veut traiter cette donnée, on ne demande pas d'autres données qui ont trait à la vie privée d'un patient. Et ça, pour nous aussi, c'est quelque chose d'important que l'on puisse travailler que sur les données qui répondent à l'objectif de la demande qui est faite. Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, je vous dirais qu'on est dans les mêmes contraintes que ce que je viens de vous dire. C'est que l'intelligence artificielle, je dirais intelligence artificielle et décision partagée. Là, je rappelle toujours cette grande loi du 4 mars 2002, avec le professeur Delfraissy
m'a interpellée là, plus profondément encore que je ne l'avais fait jusqu'à maintenant, c'est que effectivement, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que le consentement dit éclairé comme standard de la prise de décision en médecine. Et ça, je crois que c'est quelque chose où nous aurons à travailler véritablement ensemble, parce que lorsqu'en 2002, on a pris cette décision et on l'a voulu dans la loi Kouchner, je crois qu'aujourd'hui, elle pose d'autres problèmes et qu'il faudra y réfléchir en permanence. On voit bien qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, elle transforme complètement notre relation avec le soignant. Et puis, il y a une autre préoccupation, c'est que, on l'a vu tout à l'heure dans des expériences qui nous ont été présentées par les start-up, c'est que des algorithmes ne sont pas encore complètement finalisés. Donc, point d'interrogation pour que lorsque des décisions pourraient intervenir, et je crois qu'il faudra prendre l'intelligence artificielle, enfin pour nous, patients, c'est de dire que c'est un outil à disposition du soignant et que ça ne doit, là encore, rien retirer de la relation entre ce niveau de confiance. Et moi, je voudrais dire, parce qu'on n'a pas parlé de la confiance aujourd'hui, qui devait exister entre le patient et le soignant. Et aujourd'hui, je peux vous dire que parfois, cette confiance est un peu mise à mal. Et si on veut que l'intelligence artificielle permette de restaurer ce niveau de confiance, je crois que là, véritablement, il faut que les leviers dont on est en train de parler, qui peuvent être véritablement une aide à la décision pour une meilleure prise en charge du patient, pour faire un parcours de soins personnalisé, eh bien, il faut que ça permette de rétablir cette confiance. Donc, pas de discrimination non plus au niveau de l'intelligence artificielle. Et puis, donc, de dire qu'il faut que là aussi, et ça nous l'avons demandé, et les travaux qui sont faits actuellement, c'est qu'il faut absolument, parce qu'on en parle beaucoup, données numériques et intelligence artificielle, mais il y a un certain nombre de groupes qui se mettent en place et on oublie celui pour lequel ces données-là doivent être faites. Et ces données-là, elles sont faites aussi pour l'intérêt du patient et pour une meilleure prise en charge du patient. Donc nous souhaitons que les groupes dans lesquels ces dossiers-là sont discutés, eh bien, il puisse y avoir la parole des usagers du système de santé et des patients. Et puis, je voudrais véritablement faire une conclusion, et parce que là, je sais que l'heure tourne, merci, je fais une conclusion rapide pour respecter le délai qui m'était imparti, parce que j'avais quand même plein de choses à vous expliquer, et que pour une fois qu'on vient parler l'intelligence, alors actuellement, il faut que vous sachiez qu'un groupe d'associations de France Asso Santé est en train de réfléchir sur l'éthique numérique en santé, sur des principes concernant l'éthique générale, l'éthique des données, l'éthique des algorithmes, l'éthique des pratiques professionnelles et l'éthique sociétale. Et que les patients sont globalement positifs pour que leurs données de santé permettent à la recherche de progresser, mais pas de n'importe quelle manière, avec une sécurisation maximum et avec une sécurisation de ceux qui peuvent y accéder. Et puis, véritablement, en conclusion, je voudrais vous dire que tout ce qu'on a dit toute cette journée, et qui a été passionnant, mais qui montre à quel point ce monde de la santé est en train de changer pour les professionnels de santé, mais également pour les utilisateurs que sont les usagers et notamment les patients, eh bien, il faut que cette nouvelle relation à trois se construise véritablement à trois et que chacun des trois reste acteur, et notamment par rapport aux acteurs, aux patients les plus vulnérables, et c'est véritablement aussi pour eux, mais construisons à trois ce monde de demain de la santé. Merci de votre attention. Merci madame. Merci de votre message. David, comment on concilie
tout ça, protection de données, et le temps aussi qui nous reste. Oui, tu as raison Jean-François, tout est une question de temps. Allez, j'essaie de faire 6 minutes pour essayer de respecter le timing. Merci de votre invitation, très heureux de vous retrouver pour fêter les 60 ans et pour les assises. Merci à nos deux co-modérateurs de la qualité de la préparation de la session. Donc je vais essayer de vous parler d'axes de régulation positifs. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec le numérique et l'IA dans ce contexte, et en écho à ce que disait Jean-François Delfraissy, le groupe de travail du CCNE que j'ai eu l'honneur de co-diriger sur ta proposition, avec un train d'audition complémentaire qui a été fait aux auditions dans le cadre de la révision bioéthique. Les CHU y ont largement participé, je les en remercie, et vous me permettrez évidemment d'avoir une pensée particulière pour Michel Claudon qui avait organisé cette session de préparation de la révision bioéthique sur l'IA. Quels sont les constats? Je passe évidemment sur cette partie sur la diffusion rapide du numérique en santé qui a été abondamment développée dans les interventions précédentes pour me concentrer sur la suite du propos. Évidemment, tout ça percute et modifie la gouvernance du système à un rythme dont Marc Cuggia a bien souligné la rapidité et avec des mesures d'ajustement. Et je pense qu'on peut le dire, vous l'avez montré Marc avec le rapport sur le S-Data, qu'il se passe quelque chose en cette année 2018. Le rapport sur le hub, le rapport de Dominique Pont et d'Anne-Laure Coury, l'axe du plan santé 2022, et puis cette prise de position du comité consultatif national d'éthique dont il faut bien mesurer qu'elle a quelque chose de singulier. Donc vous avez compris l'avis 129, le rapport sur l'éthique du numérique et de l'IA in extenso que vous pouvez trouver sur le site du CCNE, et qui pose en fait finalement comme principe que, et ça c'est un principe majeur, que finalement le problème éthique principal du numérique et de l'IA en santé dans le système, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et le CCNE, dans sa position et dans son rapport, a fait le point sur toutes les situations non éthiques liées à l'insuffisance du recours au numérique et de l'IA, non-qualité, sous-efficience. Il serait sans doute pas éthique de bloquer l'innovation aux solutions d'IA de pointe comme celles qui nous ont été présentées tout à l'heure sur Therapixel et Cardiologue, mais plus largement, il serait pas éthique de bloquer la diffusion du pilotage par les données de santé et par le numérique. Je pense qu'on en a tous l'expérience dans nos parcours hospitaliers. Moi, je l'ai eu de manière très prégnante en saluant les collègues du CHU de La Réunion, en dénonçant en mi-2017 le modèle d'un opérateur de dialyse à but non lucratif, facialement, qui en réalité bloquait les patients en centre lourd de dialyse et qui, du coup, le faisait principalement pour raisons financières, qui nous a amené à faire un lancement d'alerte avec l'association de patients Rénalou, cher Daniel, qui aboutit à ce que vous avez vu dans le Parisien la semaine dernière, c'est-à-dire la mise en exergue d'un système de fraude sur une large échelle. Et vous voyez, cet exemple-là, il aurait pu être évité simplement par la mise en confrontation, en corrélation de deux données, la surprévalence de l'insuffisance rénale triple à La Réunion versus le taux de dialyse à domicile à La Réunion infiniment moindre que celui de la moyenne nationale. Il y avait un problème dans le système, on ne l'a pas vu, les lanceurs d'alerte s'en sont pris le retour de flamme, on s'est battu, mais le sujet a été mis sur la place publique et désormais est annoncé enfin une réforme du modèle de financement de l'insuffisance rénale. Donc ceci n'est plus possible, n'est plus acceptable dans notre système et je pense qu'on en a tous conscience et désormais c'est une position posée en prévision de cette révision bioéthique. Une fois qu'on a dit ça, le problème éthique principal, c'est pas assez de partage, pas assez de numérique. Il faut trouver une voie de passage entre l'impératif de protection des données et la nécessité de partage. C'est pour ça que le hub constitue le vecteur pour faire ça, pour nous permettre enfin de dépasser ce facteur limitant en France entre les bases de données médico-administratives profondes, comme le SNIRAM, et les entrepôts de données cliniques qui sont chez les professionnels libéraux et dans les établissements. Le hub, c'est sa vocation, doit constituer cette infrastructure sécurisée permettant un meilleur partage de données sous un degré de supervision par la puissance publique et les professionnels. Quand on regarde maintenant qu'on a posé ces deux préalables-là, pas assez de numérique dans le système, c'est le problème éthique principal, et il faut aussi regarder vers l'externe pour éviter que l'innovation se développe partout sauf en France. Il y a, quand on regarde l'IA, sans doute des risques éthiques plus spécifiques, en écho à ce que tu disais, Daniel. 2 points. Le risque, vous allez comprendre tout de suite, de délégation
délégation de la décision médicale. Le risque, c'est que quand l'algorithme proposera une orientation thérapeutique assise sur des centaines de milliers de cas et avec un taux de certitude de 99,9%, que le médecin se transforme en presse-bouton, exactement comme moi, comme patient, mais aussi exactement comme moi, comme consommateur de séries télé quand je regarde Netflix. Ça fait 1 an que j'ai Netflix à la maison, j'ai pas d'action chez eux, mais je suis très très heureux quand je regarde Netflix chez moi le soir parce que je regarde les séries qui sont recommandées à 99% et que plus je regarde, plus l'IA me connaît et plus elle me propose des choses que j'ai envie de voir avant que je le sache moi-même. Donc vous avez compris le raisonnement. Évidemment, pour une série télé, ça prête à sourire, mais pour un acte thérapeutique, ça montre qu'en droit, je suis toujours libre de dire non, mais en fait, ma capacité à consentir peut s'éroder au fil du temps. Et donc ça, il y a évidemment un risque éthique derrière. Deuxième risque éthique mis en exergue par le Comité consultatif national d'éthique, la mise en confrontation de l'intérêt individuel possible et de l'intérêt collectif. Vous le comprenez très logiquement, l'algorithme, on l'a vu abondamment, traite des données sur très large échelle. Et il est capable même de le faire en s'améliorant au fil du temps. C'est ce qu'on appelle l'algorithmique génétique, les algorithmes apprenants, qui peuvent produire une meilleure version d'eux-mêmes en écartant au fil de l'eau les hypothèses aberrantes, celles qui ont un écart type trop distant par rapport à la valeur centrale pour atteindre les objectifs de la programmation. Mais ces hypothèses aberrantes, vous savez bien, en médecine, ça correspond à des situations individuelles. Ce sera ce patient en fin de vie à qui, à l'extrême du raisonnement, il pourrait être jugé non éthique. L'algorithme pourra juger plus efficace, plus efficient de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse. Vous comprenez le raisonnement ? Dans l'intérêt de l'amélioration de la qualité et de l'efficience pour le plus grand nombre. Une logique de confrontation de l'individu et du collectif. Donc ces risques éthiques-là ont été posés de la même manière qu'a été posé, Jean-François Delfraissy évoquait le sujet de la recherche qui est majeur, je n'y reviens pas, a été posé finalement le risque d'analyse différentielle. Il faut bien mesurer, Olivier Clatz mentionnait la labellisation par la FDA en avril de l'algorithme IDXDR sur le diagnostic des rétinopathies diabétiques, que l'innovation se développe rapidement ailleurs. Et que le risque, il est que si on bloque trop à coup de surréglementation, le terme est utilisé par le CCNE, l'innovation en France, on encouragera en pratique les professionnels et les patients à avoir recours à des solutions de médecine algorithmique conçues ailleurs, mais dont on ne pourra pas contrôler la base éthique. Donc vous voyez, trop de réglementation pour de très bonnes raisons peut aboutir en fait à un effet inverse, c'est-à-dire à encourager l'évitement du système. Et derrière, il faut être lucide, ceux qui pourront le faire sont ceux de nos concitoyens qui auront le plus de moyens. Et donc derrière, le risque, c'est celui d'une mise en cause du principe de solidarité qui fonde la sécurité sociale. Comment on régule ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? D'abord, pour cette raison-là, l'observation de la plus grande retenue dans la production d'instruments législatifs et réglementaires à l'occasion de la prochaine révision de bioéthique, comme dans un contexte où nous sommes déjà en France dans un des environnements les plus réglementés sur la protection de ces données. Et puis après, en pratique, dans la révision de la loi de bioéthique, 2 principes à insérer, simplement 2 modifications législatives qui sont proposées par le CCNE. Le premier, c'est l'élargissement du devoir d'information du médecin à son patient pour que quand la décision médicale se fonde sur une aide algorithmique, le patient soit informé préalablement de ça avant l'application de la thérapeutique. Et puis, deuxième notion, l'idée d'insérer dans la loi de bioéthique, c'est plus nouveau, un principe de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que vous en avez tous la perception intuitive, c'est-à-dire un certain degré de supervision humaine de la médecine algorithmique, pas tout le temps, sinon on bloque l'innovation, pas a priori en plus des cadres existants, sinon on surréglemente, mais avec des outils adaptés, permettant d'opérer une supervision effective de 2 ordres. Par exemple, un outil qu'on a conçu avec la Société française de télémédecine, l'idée d'une télémédecine de garantie humaine. Et ça peut être tout à fait un rôle pour les CHU. Vous comprenez que le cadre actuel du droit permet de la téléexpertise, c'est-à-dire solliciter un deuxième avis spécialisé quand on a un doute. On peut imaginer une télémédecine, une téléexpertise de garantie humaine qui viendrait quand le médecin de première ligne a un doute par rapport à la proposition thérapeutique de l'algorithme, solliciter un deuxième avis expert pour pouvoir avoir une solution qui lui paraîtra plus en ligne avec ce qu'il voit du cas clinique. Et là, il y a une place pour l'expertise médicale d'excellence française et peut-être une place de rayonnement international dans un contexte où on peut faire le pari, sans trop se tromper, que cette médecine algorithmique, voire parfois un prêt-à-porter de médecine algorithmique, se développera beaucoup ailleurs, ce qui fera émerger la nécessité de ces deuxièmes avis plus spécialisés.
Et puis, deuxième proposition, l'idée de collège de garantie humaine, associant des médecins, des soignants, des représentants des usagers. Il faut trouver la bonne échelle territoriale. L'idée, vous le comprenez, c'est pas a priori, mais a posteriori, pour suivre le développement de l'algorithme, pour regarder si des risques éthiques dont je parlais, risques de délégation de décision, de délégation de consentement du patient, de confrontation de l'intérêt individuel et collectif, pour piloter ça. Un peu comme dans une logique de RCP, on va aller tous les 2-3 mois, aller chercher 20 ou 30 dossiers pour regarder avec un regard humain, pluridisciplinaire, pour voir comment l'algorithme s'est comporté sur ces cas précis. Est-ce que les risques éthiques possibles se sont matérialisés ou pas, pour imaginer des mesures correctrices. Par exemple, j'étais au CHU de Besançon il y a quelques jours, on a évoqué cette possibilité avec le professeur Régis Aubry sur l'idée de programmes d'IA qui se développent sur la fin de la vie. Et vous comprenez que dans ces situations, on est évidemment face à des risques éthiques potentiellement importants. Sur le recueil du consentement, on l'a évoqué, ça a été dit, compléter ça par le devoir d'information du médecin. Un dernier point, et j'en terminerai par là pour avoir presque tenu les 6 minutes, une question qui est beaucoup évoquée dans le débat public sur l'IA, qui suscite beaucoup de fantasmes, la question de la responsabilité des professionnels. Vous voyez, il y a des propositions créatrices dans tous les sens, où on propose la création de régimes de responsabilité des robots. Heureusement que le Comité consultatif national d'éthique ne propose pas ça. D'abord parce qu'il y a 2 points. Premier point, que le cadre applicable et les cadres existants permettent de couvrir aujourd'hui tous les cas de sinistralité constatés. 2 régimes qui se combinent, que vous connaissez bien. D'une part, la responsabilité du fait des choses. Quand un dommage est causé, le responsable, c'est le gardien, le professionnel libéral quand on est en ville, l'hôpital quand on est en établissement, sauf dans un cas, la responsabilité du fait des produits défectueux, quand le robot, quand l'algorithme a une défectuosité, et à ce moment-là, c'est le producteur qui est responsable, sauf dans un cas, sauf dans une situation qui était prévue par la loi de mai 98 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, c'est ce qu'on appelle le risque de développement. Ça mérite juste un mot d'explication. Le risque de développement, c'est le risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit, de la mise sur le marché de l'intelligence artificielle. Et vous voyez bien que dans un univers où se développe le machine learning, c'est-à-dire l'algorithme qui se transforme au fil du temps, il y a un certain temps de traitement de données, un certain degré de transformation de l'algorithme, au-delà duquel le producteur pourra dire « Oui, mais cet algorithme-là, tel qu'il s'est transformé, je n'en suis plus responsable parce que ce degré de transformation était pour moi un risque de développement non prévisible en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment où j'ai mis l'IA sur le marché. » Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Pas d'indemnisation des dommages. Est-ce que ça correspond aujourd'hui à des cas de sinistralité constatés? Non, on n'en est pas à ce stade-là. Est-ce que ça peut être important demain? Sûrement, parce que le machine learning va se développer vite. Est-ce qu'il faut aborder le sujet dans un cadre national? La proposition, la recommandation du CCNE, c'est plutôt pas à ce stade, pour ne pas bloquer l'innovation en créant un régime franco-français, mais en engageant de manière urgente une réflexion au niveau européen pour essayer de créer une règle, un principe de solidarité dans la couverture des dommages liés au machine learning pur. Vous avez compris l'essentiel, ça doit se jouer dans la soft law, la production de référentiels de qualité, de bonnes pratiques. On en a produit un avec les équipes de l'IHU Imagine, qui est à Necker, à la PHP, sur la régulation de l'application de l'IA aux données génomiques. Je n'entrerai pas dans les détails, vous aurez peut-être des questions sur ça, et puis ça sera abordé peut-être dans la session génétique. Et vous avez bien compris que derrière, il y a un enjeu majeur de formation, ce que porte le Comité consultatif national d'éthique. Ce sera évoqué après, mais d'ores et déjà, pour faire prendre conscience de ces enjeux, il y a des initiatives qui se prennent, celles qui ont été prises par la conférence des doyens, avec le vecteur du GIP UNES, qui s'exprimera dans un instant, pour l'idée d'avoir un module de sensibilisation aux enjeux de la médecine algorithmique dès 2019. Et puis, l'Agence nationale du DPC a décidé d'inscrire l'IA comme orientation prioritaire de développement professionnel continu en 2019. Est-ce que ça va suffisamment vite? J'en sais rien. Est-ce que la France était en retard sur tout ça? Possiblement, mais il y a un rattrapage qui est engagé, et le fait que vous ayez mis ça à l'ordre du jour de vos assises montre que la prise de conscience se fait. C'est une échéance majeure. Je pense que les CHU peuvent porter cette vision-là, à la fois de développement sur le fond, mais en même temps dans une logique de garantie humaine, en développant des méthodes de régulation positives. Et vous avez bien compris que dans un environnement où l'innovation se développe très rapidement ailleurs, le temps est compté. Voilà, merci. Merci David. Merci de tes suggestions d'organisation humaine après les organisations structurelles.
Alors, on avait prévu un petit temps avec Gilles Van Rieb de la société Hawking qui apporte des solutions de sécurisation. Il ne peut pas être des nôtres. Monsieur Galtier le représente. À vous, en quelques instants. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Moi, je suis Mathieu Galtier. Je suis un ingénieur et docteur en intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre approche. J'ai pas de slide, c'est ça ? J'ai des slides, super. Donc je vais présenter notre approche d'ingénieur pour essayer de résoudre un problème qui est assez important en intelligence artificielle. C'est celui d'allier les outils d'intelligence artificielle et le souci de confidentialité des données. Donc basiquement, le problème, c'est l'approche Facebook qui a été mentionnée précédemment. On met toutes les données sur un serveur, les données sont accessibles à des data scientists qui fabriquent des outils d'intelligence artificielle et qui ensuite peuvent laisser filer les données d'une manière ou d'une autre, et donc on a une perte de gouvernance sur la nature des données. Donc c'est à cette question-là qu'on essaie de répondre. Ok, donc je vais partir d'un constat que l'intelligence artificielle est prometteuse. Je ne vais pas parler d'application d'intelligence artificielle. Ce qu'on développe, nous, est compatible avec tout ce qui a été présenté par les autres startups, ce qui va être présenté aussi par la suite. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle est prometteuse, mais elle est gourmande en données. L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour apprendre, et quelque part, le nouveau paradigme dans l'intelligence artificielle et surtout le machine learning, c'est plus on a des données de qualité, meilleure va être notre intelligence artificielle. Et donc en fait, quelque part, ça change un peu l'équilibre des forces, et la valeur est dans la donnée. Le problème, c'est que la donnée, elle est un peu éparpillée. Et en fait, donc là, je cite un article de The Economist qui est très intéressant, qui se pose la question si l'Europe peut devenir une superpuissance de l'intelligence artificielle. Et leur réponse est pas trop. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Ils disent ça parce qu'en face de l'Europe, on a la Chine, qui a un système étatique très centralisé dans lequel ils ont une capacité de collecte de données très grande, et les États-Unis, avec des grandes chaînes d'hôpitaux privés qui sont capables de faire remonter des données sous un format homogène à grande échelle. En Europe, on a des pays différents, des langues différentes, une culture un peu morcelée, des chus différents. Et donc, en fait, on est dans une situation dans laquelle on n'est pas capable de rassembler les données ou de mutualiser les données de manière à pouvoir avoir une intelligence artificielle qui est forte et puissante à l'avenir. Et c'est là qu'on a des choses à faire. Il y a plein d'initiatives, d'idées pour essayer de rassembler les données. Alors, on va mentionner le Health Data Hub, qui est une super initiative dans cette direction-là. Il y en a d'autres aussi. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est la solution ingénieur qui va s'intégrer d'ailleurs au Health Data Hub d'une manière ou d'une autre. Ok, donc il faut rassembler ces données, mais le problème c'est que les données elles sont sensibles. Et quelle est la source de sensibilité des données ? Il y en a deux aspects. Le premier qui est sur votre droite, c'est le fait que c'est des données personnelles qui sont hautement réglementées, ces données sensibles. Donc je vais citer très brièvement le RGPD qui a été vraiment un big bang dans le domaine du numérique, et je pense qu'on peut être assez fiers, nous Européens, d'avoir pu porter une législation aussi protectrice des individus que celle-ci. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger non plus la notion que les données sont des données de valeur. Et typiquement, vous, en tant que directeur de CHU, ou en tout cas dans la direction des CHU, les données sont issues d'un certain point de vue de votre appareil de production, ont énormément de valeur, comme ce qu'on l'a dit, et donc ce serait complètement absurde, en tout cas si j'étais à votre place, de complètement lâcher la gouvernance de ces données et qu'elles puissent être utilisées par quelqu'un d'autre. Donc en fait, ces données qui sont sensibles doivent être traitées de manière appropriée, et nous, ce qu'on propose, c'est de construire une infrastructure. Alors, vous l'avez compris, je suis un ingénieur, moi je fais du code, j'ai une équipe de développeurs. On construit une infrastructure, une plateforme qui permet de déployer l'intelligence artificielle tout en gardant la confidentialité des données. Alors, avant de vous expliquer comment on fait ça, je vais vous expliquer la démarche dans laquelle on fait ça. Je vous invite à vous inspirer de cette approche qui a été très vertueuse pour nous. On a posé un dossier qui a été financé par BPI France à hauteur de 10 millions d'euros, donc c'est quand même assez massif, et qui implique des entreprises privées d'un côté et des acteurs du public. Donc on travaille notamment beaucoup avec le CHU de Nantes, avec qui on a une collaboration très forte puisque mon équipe est à Nantes, avec l'Institut Curie, avec le Centre Léon Bérard et avec l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et on a aussi des partenariats, il y a aussi Polytechnique et Paris Descartes qui est dans la boucle. Donc l'idée c'est de faire collaborer ces deux univers-là, qui sont pour l'instant pas très en lien, en créant entre ces deux-là, un logiciel open source, c'est pour ça qu'il est dans l'espace des communs, qui s'appelle Substrat, et qui a pour but de pouvoir déployer les algorithmes d'intelligence artificielle du privé sur les données du public, tout en garantissant la confidentialité et la gouvernance des données du public.
Ok, alors comment on fait ça? On a deux éléments technologiques, deux piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré. Donc je vous avais 2 dit... minutes, monsieur Galtier, s'il vous plaît. Pardon? 2 minutes, s'il vous plaît. Ça va le faire. Donc en gros, l'idée c'est qu'on ne peut pas faire l'approche Google dans laquelle on rassemble toutes les données sur un ordinateur et que derrière on fait ce qu'on veut. L'idée c'est que les données restent dans les hôpitaux. Donc de manière cruciale, nous ne sortirons jamais des données des hôpitaux. Et ce qu'on organise, c'est que ce soit les algorithmes d'intelligence artificielle qui voyagent entre les hôpitaux. Et ces algorithmes n'ont que des données, des informations agrégées, qui ne sont pas identifiantes. Et l'idée, c'est qu'on va sur l'hôpital A, on améliore l'algorithme, ensuite l'hôpital B, on améliore à nouveau, et on fait des circuits comme ça. Le deuxième élément qui est très important, c'est la notion de traçabilité. Donc on utilise pour ça une technologie qui s'appelle la blockchain, qui fait un buzz pour des mauvaises raisons, mais petite parenthèse, on ne fait pas de bitcoin, de crypto-monnaie, tout ça, c'est juste la techno. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a une traçabilité totale de toutes les transactions qui se passent sur la plateforme, et on sera capable de dire à toutes les personnes qui utilisent la plateforme, voilà comment vos données ont été utilisées, et nous n'avons pas la capacité de le faire différemment. C'est pas qu'on ne vous le dit pas, c'est qu'on ne peut juste pas le faire avec cette plateforme-là. Et ça a la traçabilité intéressante d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue valorisation des données, puisque vous saurez comment les données ont été utilisées, par qui, comment est-ce qu'elles ont été valorisées, et qu'on pourra attribuer une notion d'utilité à certains types de données. Bref, je vais m'arrêter là. S'il y avait une chose qu'il fallait retenir de cette présentation, c'est les données, on a besoin de les rassembler tout ensemble, ou pas nécessairement les rassembler, mais on a besoin de mutualiser l'information. Ici, devant moi, il y a énormément de personnes qui sont des dirigeants et des décideurs au niveau de qu'est-ce qui se passe dans l'échelle française du point de vue des données. Et donc, je vous le demande, j'enlève ma casquette Hawking, là, je mets ma casquette citoyen français. S'il vous plaît, travaillez ensemble. Voilà, merci. Merci de ce message.